Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de suivre l'audition d'Elisabeth Borne, la ministre des Transports. La ministre était auditionnée par la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Et pour son grand oral, Elisabeth Borne s'est montrée ferme et rassurante. La ministre des Transports a notamment confirmé être prête à intégrer dans la loi le principe de l'incessibilité du capital de la SNCF. Par ailleurs, Elisabeth Borne, qui a reçu les représentants de la CFDT et de l'UNSA en début de semaine, a également dévoilé une série de concessions faites à ces deux syndicats. D'une part, l'unité sociale de la future SNCF et d'autre part, les conditions dans lesquelles certains cheminots seront transférés à la concurrence une fois le marché ouvert. Voilà, donc tout de suite, je vous propose d'écouter la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Nous sommes très heureux, Madame la Ministre, de vous accueillir aujourd'hui pour la présentation du projet de loi Nouveau Pacte ferroviaire qui va être examiné devant notre commission dès la semaine prochaine, mercredi 23 et ensuite en séance publique à partir du mardi 29. Nous avions eu l'occasion d'examiner il y a moins de 2 mois notre proposition de loi sur l'ouverture du ferroviaire à la concurrence qui malheureusement n'a pas prospéré, n'a pas été reprise à l'Assemblée nationale puisque vous avez préféré présenter votre réforme sous forme de projet de loi d'habilitation avec une méthode assez inhabituelle puisque au fur et à mesure des débats à l'Assemblée nationale puis ensuite au Sénat, vous introduisez dans ce projet de loi, initialement projet de loi d'habilitation, des dispositifs législatifs dits dans le dur. Alors l'avantage, c'est que ça permet effectivement au fur et à mesure de la discussion que le Parlement soit quand même amené à débattre et à délibérer. L'inconvénient de la méthode, c'est que ces dispositifs, ils n'ont pas été examinés par le Conseil d'État en amont, ils n'ont pas fait l'objet d'une étude d'impact et souvent les parlementaires en sont saisis très tardivement. Je crois qu'il y a eu des réactions assez fortes à l'Assemblée nationale de la part de députés qui jugeaient qu'ils étaient saisis de vos propositions d'amendement très tardivement. Alors pour l'instant, les amendements qui nous sont annoncés par le gouvernement au Sénat, on n'en a pas encore connaissance. On espère les avoir suffisamment en amont pour que le rapporteur puisse faire son travail. Néanmoins, vous savez que nous vous accueillons avec un esprit tout à fait positif, puisque dans notre grande majorité, je crois au-delà de la majorité sénatoriale, il y a une volonté de soutenir votre détermination à réformer la SNCF. Il y a, c'est vrai, des points de différenciation, voire des points de divergence, mais nous avons la conviction et la volonté que ces points, nous arrivions à les rapprocher pour que ce texte soit adopté dans les meilleures conditions. Vous vous en doutez un petit peu, le Sénat aura certainement des attentes et des exigences sur un certain nombre de points. Le rapporteur en parlera certainement tout à l'heure. Et les sujets qui nous préoccupent le plus, c'est bien sûr la question de l'aménagement du territoire. Nous avons une volonté que l'ouverture à la concurrence, et nous l'avions manifesté au moment de la proposition de loi, ne se fasse pas au détriment des territoires et ne conduise pas à des dessertes de moins bonne qualité. Et puis nous aurons aussi à marquer notre spécificité et notre intérêt sur le volet social. Il y a dans cette maison, et ça tient peut-être aussi à la personnalité du président Larcher, un attachement très fort à la dimension sociale des choses. Voilà, Madame la Ministre, ce que je voulais dire pour ne pas être trop long avant de vous céder la parole. Ensuite, je donnerai bien sûr la parole au rapporteur et à mes différents collègues qui souhaiteront vous interroger. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je suis très heureuse de pouvoir reprendre avec vous les débats riches et constructifs que nous avons entamés il y a quelques mois à l'occasion de l'examen de la proposition de loi du Président Moret et de votre ancien collègue Louis Nègre. Alors j'ai bien noté que nous avions quelques questions de méthode, mais je retiens aussi de ces débats que nous partageons la même ambition. Cette ambition, c'est celle d'une politique des transports au service d'une société mobile, c'est-à-dire à la fois capable de s'adapter aux défis qui se présentent à elle et de se rassembler autour d'objectifs et de valeurs communes. En d'autres termes, une politique des transports qui garantit une mobilité réelle de tous les citoyens et dans tous les territoires.
C'était toute l'ambition des Assises nationales de la mobilité qui nous ont permis d'établir un état des lieux aussi large, rigoureux que possible, salué par les associations d'élus, ce qui est pour moi un motif de fierté. À l'aune de ce travail riche et foisonnant, le gouvernement s'est assigné une triple exigence dans laquelle s'inscrit le projet de loi et dans laquelle s'inscrira la loi d'orientation des mobilités que je présenterai d'ici l'été. Exigence d'efficacité d'abord, pour remettre en état notre système de transport, aujourd'hui menacé par un sous-investissement chronique et insuffisamment préparé pour intégrer les innovations qui foisonnent. Exigence de justice sociale et territoriale ensuite, afin qu'aucun de nos concitoyens, dans aucun de nos territoires, ne soit entravé dans sa mobilité et assigné à résidence, faute de solutions de mobilité adaptées. Exigence environnementale enfin, avec la ferme volonté d'accélérer notre transition vers une mobilité durable, plus sobre et plus propre. Répondre à cette triple exigence nécessite de tirer parti de toutes les nouvelles mobilités, propres, partagées, connectées et autonomes, qui doivent pouvoir être développées, mais aussi s'articuler de façon fluide avec un transport ferroviaire performant, colonne vertébrale de nos mobilités. Concernant ce dernier, qui est au cœur de nos travaux aujourd'hui, nous pouvons, j'en suis certaine, faire un constat partagé. C'est celui que font nos concitoyens dans leur trajet du quotidien ou plus occasionnel, et c'est celui que font les clients du fret ferroviaire. Une dégradation de la qualité du service rendu aux usagers, malgré l'engagement des cheminots, une dégradation des infrastructures liées au sous-investissement et une dette qui menace dangereusement le système ferroviaire. C'est parce que le gouvernement ne veut pas rester spectateur de ce diagnostic, d'un système ferroviaire aujourd'hui essoufflé, que nous proposons à la nation un nouveau pacte pour bâtir le rail du XXIe siècle. Alors justement, comment réinventer notre politique ferroviaire pour la mettre au service de cette société mobile? En demeurant fidèle à l'histoire de la SNCF, une grande histoire de 80 ans, faite d'engagements individuels et de prouesses collectives, qui a profondément dessiné la géographie de notre pays en assurant le maillage de nos territoires. En demeurant fidèle à cette histoire et en lui permettant d'incarner une valeur fondamentale du service public, celle de l'adaptabilité, pour prendre en compte l'évolution des besoins des usagers, et en lui donnant les moyens d'accomplir aujourd'hui les évolutions qui la projetteront dans le futur avec tous les atouts nécessaires. Le pacte ferroviaire que nous proposons aujourd'hui peut ainsi se résumer à une ambition, tout à la fois augmenter et améliorer l'offre de transport ferroviaire pour mieux répondre aux besoins de mobilité quotidienne de nos concitoyens, de nos territoires et de nos entreprises. Sur ce point, et pour lever les inquiétudes qui avaient été exprimées lors de nos débats en mars dernier, je voudrais être ici très clair. Les petites lignes n'en sont pas à mes yeux, parce qu'elles sont essentielles au lien social et territorial, qu'elles sont essentielles aussi au développement du fret, et donc l'État demeurera aux côtés des collectivités pour entretenir ce maillage. Il s'agit là aussi d'un engagement fort, inscrit dans le marbre et qui tient en un chiffre, 1,5 milliard d'euros dans le cadre des actuels contrats de plan. De même, le modèle retenu par le gouvernement confortera la desserte des territoires par les TGV qui ne se limitent pas aux grandes métropoles mais irriguent plus de 230 villes. C'est un objectif fort de la politique de mobilité que je porte pour tous et tous les territoires. Ce pacte repose sur un double engagement de l'État et de la SNCF. De l'État d'abord, en mobilisant des ressources comme jamais afin de rattraper les retards d'investissement. Ce sont ainsi 36 milliards d'euros que l'État s'engage à financer, soit l'équivalent de 10 millions d'euros par jour pendant 10 ans. Et le Premier ministre l'a clairement indiqué le 7 mai dernier, nous devrons aller au-delà. Jamais, je dis bien jamais, la puissance publique n'aura consenti un semblable effort. C'est le prix du rattrapage, de la remise à niveau de notre réseau dès aujourd'hui et de l'excellence demain.
Et ce ne sont pas des chiffres abstraits, mais bien des améliorations concrètes du quotidien, afin que nos concitoyens bénéficient d'un réseau plus sûr et d'un service plus fiable et plus ponctuel. Le second engagement pris par le Président de la République, c'est celui d'une reprise progressive de la dette ferroviaire à partir de 2020, avec l'objectif défini par le Premier ministre qu'à compter de 2022, la SNCF soit en mesure de financer ses investissements sans augmenter sa dette. Et je voudrais rappeler quelques chiffres. 46 milliards, c'est le poids de la dette d'SNCF Réseau. 1,5 milliard d'euros, ce sont les intérêts de la dette qui pèsent chaque année sur ses ressources. Le montant des efforts supplémentaires pour la remise à niveau du réseau et les modalités précises de la reprise de la dette sont en cours d'ajustement, comme l'a indiqué le Premier ministre le 7 mai, et ils seront présentés dans les prochains jours. Parce que ces engagements de l'État, ce sont in fine des engagements de tous les Français, il est légitime de demander à la SNCF et aux cheminots de contribuer au redressement du système ferroviaire. L'engagement de la SNCF passera par une profonde réforme industrielle et managériale. Les dirigeants de la SNCF m'ont présenté le 15 mars dernier leur programme de travail pour l'élaboration d'un nouveau projet d'entreprise qui doit aboutir à l'été et devra permettre de mieux répondre aux attentes des clients voyageurs et fret, de proposer un cadre social motivant, de permettre un fonctionnement plus souple, plus efficace, plus décloisonné et plus décentralisé. Les travaux sur ce sujet sont donc d'ores et déjà engagés. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, le gouvernement a fait le choix d'une méthode laissant toute sa place à la concertation, en proposant en février dernier des grands axes qui ont depuis largement été précisés dans le dur du texte voté par l'Assemblée. Les grands axes de ce pacte sont, je le rappelle, d'abord la transformation de la SNCF, qui vise tout simplement à passer de 3 SNCF à une seule et même entreprise pleinement intégrée. Celle-ci aura le statut que nos prédécesseurs lui avaient donné en 1937, celui d'une société nationale à capitaux publics. Ce changement de statut et d'organisation sera le gage d'une plus grande responsabilisation de l'entreprise et de l'ensemble des acteurs. Son statut sera le meilleur rempart contre le risque de réendettement. Le texte qui vous est présenté prévoit que la SNCF reste une société 100% publique. La loi empêche de fait toute cession de titres, puisque c'est l'intégralité des capitaux qui devrait être détenue par l'État. Ce qui veut dire que c'est le régime, c'est la formulation la plus protectrice, puisqu'elle ne permet pas une augmentation de capital par un autre que l'État. Cela étant, consciente de la portée symbolique de la proposition et que la répétition a des vertus pédagogiques, je suis favorable à l'inscription du caractère incessible du capital dans la loi. Il en est de même pour SNCF Réseau et SNCF Mobilité. Et je rappelle par ailleurs que le domaine public ferroviaire est par nature inaliénable, car c'est le bien de tous que l'État confiera à SNCF Réseau. Nous sommes donc loin d'une privatisation que certains veulent agiter. Enfin, je me félicite que les députés aient voté la réunification de l'ensemble des gares au sein de SNCF Réseau, mettant un terme à une situation ubuesque où Gares et Connexions au sein de SNCF Mobilité gèrent par exemple les bâtiments et certaines installations, quand SNCF Réseau gère les quais, les souterrains ou encore certaines verrières. Au final, l'imbrication est telle que l'on finit par ne plus savoir à qui appartiennent les réseaux électriques. Cette réunification est un gage d'efficacité pour le service public, avec demain un vrai chef de gare. Le deuxième axe de cette réforme, c'est l'ouverture à la concurrence sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Celle-ci n'est pas une simple contrainte venue de l'extérieur, elle constitue au contraire un choix validé lors du précédent quinquennat, demandé par les régions et assumé par ce gouvernement. Je suis intimement convaincu, comme vous, que c'est une opportunité pour le système ferroviaire et la SNCF d'offrir plus de services, plus de trains pour les voyageurs et à moindre coût. Et puisque vous évoquiez les enjeux d'aménagement du territoire, Monsieur le Président, je suis convaincu que c'est aussi
l'occasion de redynamiser justement certaines de ces lignes, de ces petites lignes, comme on dit, grâce à de nouveaux modes d'exploitation, à des modes d'exploitation plus innovants. Cette ouverture à la concurrence, le gouvernement, entendant les régions, l'a souhaitée progressive et protectrice. Progressive en permettant aux régions d'engager l'ouverture à la concurrence au rythme qu'elles souhaitent et sur le périmètre qu'elles auront défini. Protectrice, car, comme je m'y étais engagé, un certain nombre de garanties importantes ont été inscrites dans le texte qui vous est proposé. En cas de transfert, les cheminots conserveront l'essentiel des garanties de leur statut. Ils bénéficieront même d'une portabilité de leurs droits s'ils souhaitent demain choisir une mobilité vers un autre exploitant. Dans un monde ouvert à la concurrence, pour répondre à un principe de cohérence et d'équité, la question du recrutement au statut se posait naturellement. Je connais bien les cheminots, je sais leur attachement à leur entreprise et aux valeurs du service public. C'est pourquoi nous avons dès le départ assuré ces derniers que le contrat moral passé entre la SNCF et ses agents serait honoré. Les évolutions ne concerneront donc que les nouveaux recrutés à partir du 1er janvier 2020, date retenue par le gouvernement pour l'arrêt des recrutements au statut. Ces futurs cheminots bénéficieront d'un socle de droits communs à tous les agents du secteur, tous les salariés du secteur, dans le cadre de la convention collective qui devra être finalisée d'ici là. Je le redis, c'est un principe de cohérence et d'équité dans un monde ouvert à la concurrence. La loi prévoit également les dispositions nécessaires pour garantir que l'ensemble des opérateurs qui assureront des services conventionnés devront relever de la convention collective du transport ferroviaire. Les négociations au sein de la branche sont de ce fait un enjeu fondamental des prochains mois. Je l'ai rappelé le 7 mai, elles relèvent de la compétence des partenaires sociaux, mais l'État s'engagera pour que ces négociations aboutissent dans les délais. Aussi, je recevrai ce vendredi l'UTP, l'Union des transports publics et ferroviaires, et les présidents de la SNCF pour un point sur l'agenda social qu'ils devront présenter au gouvernement à la fin de la semaine prochaine. Tel est l'équilibre général du texte qui vous est présenté. Sans remettre en cause les principes structurants de cette réforme, le texte gagnerait de son examen par votre Haute Assemblée à être enrichi et précisé sur un certain nombre de points. Vous me permettrez, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, de m'y attarder un instant. Je pense à plusieurs points de votre proposition de loi, notamment la possibilité pour les autorités organisatrices de reprendre la propriété des matériels roulants et des ateliers nécessaires à l'organisation des services. Dans la même logique, et je le sais, vous y êtes particulièrement attentif, Monsieur le Président, la loi pourra permettre de préciser que c'est aux autorités organisatrices, sur proposition de la SNCF, qu'il appartiendra de définir le périmètre des transferts. Ce ne sont pas des détails techniques. Plus de 35 ans après les premières lois de décentralisation, il s'agit de donner aux régions les outils d'une autorité organisatrice de plein exercice. Et je le redis, c'est cette logique qu'a poursuivi le gouvernement en donnant aux régions la maîtrise du périmètre et du rythme d'ouverture à la concurrence. Tirant pleinement parti de la concertation au sein du groupe de travail sur la qualité du service public ferroviaire, auquel votre commission a pris une part active et je l'en remercie, plusieurs propositions méritent d'être également inscrites dans ce projet de loi. Je pense au renforcement du rôle du Haut Comité du système de transport ferroviaire pour faire réellement fonctionner ce lieu de dialogue qui réunit l'ensemble des parties prenantes du système ferroviaire. Et ce comité pourrait notamment se prononcer sur des orientations stratégiques, mais aussi établir un bilan annuel sur l'ouverture à la concurrence. Parce que l'on parle beaucoup de l'État stratège, et la loi de 2014 le faisait, je pense utile que la loi donne à l'État les outils correspondants, et en particulier qu'elle permette au gouvernement de s'appuyer sur le comité des opérateurs du réseau pour garantir une meilleure coordination entre tous les acteurs et donc une meilleure qualité des offres. Enfin,
alors que les usagers et les collectivités sont les premiers intéressés au bon fonctionnement des gares, ils sont aujourd'hui trop peu associés à leur gouvernance. Et je vois que Madame la sénatrice Keller est particulièrement attentive à ce point. Aussi, je vous proposerai de renforcer la place des collectivités et des usagers dans la gouvernance des gares. Concernant la nouvelle organisation de la SNCF, plusieurs éléments importants méritent d'être précisés dès à présent dans la loi. Je vous propose de préciser que c'est au sein d'une filiale de SNCF Réseau que seront concentrées les missions liées à la gestion des gares que les députés ont d'ores et déjà réunifiées. Et sans attendre les ordonnances, la question de l'organisation des missions qui étaient exercées jusqu'à présent par les pics de tête, les missions système, comme on les appelle, pour le compte de l'ensemble du système ferroviaire, mérite d'être précisée. En particulier, je pense qu'il faut confier la gestion de crise à SNCF Réseau, que les enjeux de sûreté, notamment avec la SUGE, doivent être rattachés à la SNCF, donc à la structure de tête, et qu'il est utile de mettre en place une instance de coordination de l'ensemble des acteurs du système en termes de sécurité, SNCF Réseau gardant bien sûr ses fonctions, on va dire, régaliennes dans le domaine de la sécurité. Enfin, certaines dispositions ont été plus particulièrement discutées avec deux organisations syndicales qui ont accepté de s'inscrire dans une démarche constructive dans l'intérêt des cheminots. Au-delà de certaines divergences de fond entre nous, je les remercie d'avoir participé à nouveau à nos négociations. Au vu de ces échanges, deux séries de dispositions me paraissent devoir être intégrées au texte. La première série vise à maintenir l'unité sociale du groupe dans le cadre de sa nouvelle organisation. Des garanties communes à l'ensemble des cheminots existent aujourd'hui, allant du droit à la mobilité interne à, par exemple, l'accès aux colonies de vacances. La définition d'un périmètre ferroviaire unifié, correspondant aux activités exercées aujourd'hui par les trois EPIC, permettra ainsi concrètement la continuité de l'application du statut aux actuels salariés relevant de ce périmètre, l'application de la convention collective du transport ferroviaire, une représentativité syndicale consolidée au niveau du groupe, l'organisation du dialogue social avec un principe de décentralisation des négociations à mettre en place par accord collectif. Enfin, au sein de ce périmètre, le maintien d'institutions représentatives du personnel au travers d'un comité du périmètre ferroviaire unifié chargé, entre autres, de la gestion des activités sociales et culturelles. Je sais que les cheminots sont particulièrement attachés au maintien de cette unité sociale. Et je ne peux qu'y être favorable, d'autant qu'elle ne fait pas obstacle aux différents principes de la réforme. La deuxième série de dispositions concerne l'ouverture à la concurrence et plus précisément les transferts de personnel. Sur ce sujet, nous ne pourrons pas renoncer au principe qu'il y aura nécessairement une part de transfert obligatoire, car c'est indispensable pour garantir la continuité du service public. C'est d'ailleurs la règle usuelle dans les délégations de services publics qui s'applique par exemple dans le transport urbain. Pour autant, je suis attentive à la prise en compte des spécificités liées à l'attribution des premiers contrats et donc on est dans un système qui se met en place. Et au vu des échanges que j'ai eus avec les organisations syndicales, il me semble important d'enrichir le texte voté à l'Assemblée en prévoyant le renforcement de la priorité donnée au volontariat en l'élargissant à l'ensemble de la région, la proposition d'une offre alternative de reclassement à chacun des salariés qui consacre moins de la moitié de son temps de travail au service transféré, ainsi que l'ouverture, pour une période transitoire, d'un droit d'option individuel permettant à un cheminot revenant à la SNCF de choisir soit le nouveau cadre contractuel, soit le statut. Et je sais, monsieur le rapporteur, que vous partagez cette préoccupation et je souhaite que les débats qui s'engagent nous permettent d'avancer ensemble pour y répondre.
Au-delà, il est apparu utile dans les discussions avec les partenaires sociaux de préciser que les allocations sont bien prises en compte dans le calcul du maintien de la garantie de la rémunération inscrite dans le texte voté par les députés. Ça peut paraître un sujet technique, mais je pense que pour les agents concernés, c'est un enjeu important. En conclusion, je suis convaincu que les débats que nous reprenons aujourd'hui seront à nouveau riches, constructifs, à la hauteur des enjeux de cette réforme. Soyez assurés de ma détermination et de ma disponibilité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à mes différents collègues qui ont souhaité la prendre. Et donc, en premier lieu, je vais donner la parole à M. Longeau. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je crois qu'à travers les propos du Président Moret et du rapporteur, on sent bien, et je pense que toutes les questions, une grosse partie des questions vont tourner autour de cet aménagement du territoire, et notamment du maillage de ce territoire et des lignes rentables et des lignes non rentables. Je crois que vous nous avez donné un certain nombre de réponses, mais il y a une crainte qui fait jour quand même, c'est pourquoi ne pas essayer de retenir une option qui serait celle de mise en concurrence d'une ligne rentable et d'y ajouter une ligne non rentable. Parce que la difficulté, c'est que si vous avez personne qui répond lors de la mise en concurrence, derrière, pour gérer les lignes non rentables, il n'y aura plus que SNCF Mobilité. Et donc derrière, on va être obligé de recreuser le déficit, de remettre de l'argent. C'est vraiment une inquiétude. Ou alors de fermer, ce qui sera une autre inquiétude. Et voilà le souci sur cet aménagement du territoire qui nous préoccupe beaucoup et préoccupe aussi nos concitoyens. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Gontard. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Lundi, la presse se faisait écho des échanges entre votre cabinet et la direction de la SNCF sur la cessibilité des titres de la future société anonyme que le gouvernement souhaite créer. Les craintes, et il s'agit bien de craintes et non d'agitation, les craintes d'une privatisation de la SNCF sont légitimement relancées. Et vous venez d'ailleurs, pour assurer, de confirmer que le gouvernement allait déposer un amendement au Sénat pour inscrire dans le texte un texte de loi que ces titres seraient incessibles. Mais cela rassure peu. Rien oblige le gouvernement à transformer l'EPIC SNCF en société anonyme. L'ouverture à la concurrence demandée par Bruxelles, pourtant, ne l'exige pas. Dès lors, moi, je peine à comprendre l'objectif du gouvernement. Si la SNCF a pour vocation de rester 100% publique, autant conserver son statut d'EPIC. Et donc la transformation en SA n'a de fait qu'un seul intérêt, ouvrir son capital. Même en garantissant la cessibilité des titres actuels, rien n'empêche d'en créer de nouveaux, de faire ainsi entrer d'autres acteurs privés via une nouvelle loi au capital de la SNCF, et ce potentiellement jusqu'à ce que l'État soit minoritaire au capital et que la SNCF devienne du coup simplement une société privée. On a quelques précédents et on connaît avec France Télécom, La Poste et j'en passe. Donc voilà, moi ma question, Madame la Ministre, c'est, vous en avez déjà parlé, mais est-ce que vous pouvez un peu mieux nous éclairer sur cette ambiguïté et sur ce qui conduit le gouvernement à vouloir absolument transformer la SNCF en SA? Merci. Merci, Monsieur Jacquin. Merci bien. Il semble dans ce débat que celui-ci a des vertus. Le débat nous permet d'approfondir. Il faut saluer le galop d'essai qu'on a pu faire ici grâce à la PPL Moret-Nègre. Mais si, et on voit que les positions des uns et des autres évoluent. La démocratie a du bon. Il n'y a plus beaucoup de débats sur le type d'ouverture à la concurrence ou sur la nécessité d'utiliser toutes les dérogations permises par le 4e paquet ferroviaire, par exemple. C'est ce que je viens de constater. Ça me semble être une chose positive. Vous avez vous-même progressé partant d'une logique d'ordonnance stricte. On a maintenant un système hybride qui a dû être très compliqué pour nos collègues à l'Assemblée nationale, mais on se transforme progressivement en texte de loi, peut-être demain ordinaire, il faut l'espérer, parce qu'il nous manque, on l'a dit, des études d'impact pour travailler un peu moins qu'au jugé. Ce qu'on fait sur cette question complexe de la modulation des péages, ce sera ma première question. Vous avez donné l'exemple Paris-Chambéry, Paris-Lyon, Paris-Chambéry. Moi, j'ai une question à vous poser. Qui va faire ce travail de détermination des segments
et ce travail presque d'aménagement du territoire, de déterminer lesquels segments doivent être pris en compte. Est-ce que ce jeu va se faire pour SNCF Réseau à somme nulle? Et donc, est-ce que les lignes dites rentables, les péages vont augmenter? Ou alors, qui va compenser cet exercice? Première question. La deuxième question, sur les cheminots. On nous a annoncé une date stricte de fin du statut. Nous espérons qu'une convention collective des transports ferroviaires aboutisse. Vous venez de dire qu'elle devrait avoir abouti avant. C'est un délai extrêmement court pour une convention collective de ce type. Le chantier de la convention collective est ouvert depuis 2016 et n'est pas encore abouti. Vous estimez, Madame la Ministre, qu'il faudrait combien de temps pour faire aboutir posément, je dirais, cette convention collective sans avoir recours à une manière forte? Et dernière question, pour l'instant, vous nous avez parlé de la nécessité pour les différentes organisations, les différentes entités de SNCF, d'une réforme industrielle et managériale. Monsieur Jeantet, directeur de SNCF Réseau, vient d'annoncer des chiffres considérables. Il parle d'un effort de 1,3 milliard d'euros de fonctionnement à trouver rapidement. Je rappelle que le budget de SNCF Réseau est inférieur à 7 milliards. Ça représente donc un effort de 20%. Y a-t-il une recette miracle qui est envisagée ou une recette inattendue qui permettrait de produire de tels effets? Je me permets enfin une petite remarque sur le modèle allemand. Je viens d'aller faire une visite en Allemagne. Je tiens à dire à ceux qui sont fans de l'ouverture à la concurrence que les libéraux là-bas contestent fortement le modèle d'ouverture à la concurrence, avec une Bundesbahn très unifiée, tant et si bien qu'il y a de très nombreuses obstructions à l'ouverture à la concurrence. Il leur faut plusieurs années pour retrouver l'argent des ventes de billets qui passent par Bundesbahn. J'ai vu un atelier de maintenance créé spécifiquement, alors qu'il n'est pas rentable, pour éviter de passer par ceux de Bundesbahn parce que il y a des difficultés aux interfaces, etc., etc. Enfin, je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Vaspart. Oui, Monsieur le Président, merci, Madame la Ministre. Nous sommes la commission d'aménagement du territoire ici, hein, donc on est obligé aussi de s'intéresser au territoire. Donc moi je voudrais vous dire que rien n'est dit dans la loi, à ma connaissance, sur les lignes les moins fréquentées et sur le traumatisme qu'a généré le rapport Spinetta dans les territoires. Hein. Et ça, je crois qu'on n'a pas mesuré, ou pas suffisamment à mon avis, l'impact qu'a eu ce rapport à un moment peut-être presque inopportun. Je voudrais rejoindre également ce qu'a dit mon collègue tout de suite sur le risque dans la mise en concurrence de ne pas trouver d'opérateurs sur les petites lignes. Si nous ne trouvons pas d'opérateurs sur les petites lignes, ça va nous poser une difficulté. Ça risque peut-être d'ailleurs de mettre la SNCF, si on veut maintenir le fonctionnement de ces lignes, en difficulté, ou alors faire un nouveau appel à davantage de financements régionaux. Donc, voilà, non mais je vous pose la question quand même quelque part, hein, c'est une question. Et puis, en complément de cela, moi je voudrais revenir aussi sur la rénovation des lignes. Hein. Là, c'est pas forcément, ça ne devrait pas forcément être dans la loi, mais c'est aussi une inquiétude. Il y a des lignes qui ont été fléchées, où il y a des moyens financiers de mis. Je ne veux pas citer d'exemple concret, mais je vais prendre mon exemple, mais concret. On pose la question de savoir si ces fonds-là vont bien être affectés à la restauration de cette ligne. Je vous ai d'ailleurs, Madame la Ministre, écrit, je n'ai toujours pas de réponse sur le sujet. Et ce qui entretient l'ambiguïté et l'inquiétude, c'est oui ou c'est non. Mais il faudrait qu'on ait des réponses claires à des questions précises. Et ça, je crois que c'est absolument nécessaire et indispensable si on veut retrouver cette fameuse société de confiance dont vous appelez de vos vœux. Merci, Monsieur Vaspart. Monsieur Dantec. Oui, merci Monsieur le Président. Une petite remarque en introduction. Je pense qu'effectivement la question de profiter de ce véhicule législatif pour mieux associer les usagers est une bonne chose. Donc je pense qu'on déposera un certain nombre d'amendements pour justement permettre qu'ils soient mieux associés. Deux questions.
La première, et qui fait totalement référence à ce que viennent de dire mes collègues Longeau et Vaspart, est-ce qu'à un moment, on ne pourrait pas essayer d'être un peu plus clair, notamment sur ce dernier point, qu'est-ce qu'on va demander aux régions ? Et est-ce qu'on ne pourrait pas même être un peu plus clair encore pour dire l'État ne tolérera pas que les régions payent de manière différente parce que, suivant les régions, les coûts ne sont pas les mêmes, les besoins ne sont pas les mêmes. Quand on est dans la région centre, déjà, avec de nombreuses lignes TGV, puisqu'on est en étoile, ça va coûter moins cher que quand on est dans le sud-ouest, par exemple, et que l'État ne laissera pas les régions seules en charge du delta. Delta qui pourrait être assez considérable sur des lignes qui ne trouveraient pas dans l'ouverture à la concurrence d'exploitants. C'est-à-dire, parce que le rapport Spinetta ouvrait sur un certain nombre de péréquations. Donc, comment l'État voit lui-même sa participation ou les modalités de péréquation diverses et variées qui feront que les régions seront égales devant le reste à payer, c'est-à-dire qu'elles ne paieront pas simplement la part pour l'équilibre des lignes qu'elles veulent garder, mais que certaines régions trouveront une aide de l'État ou une aide de péréquation, parce que les coûts ne sont pas les mêmes et les capacités fiscales et les richesses des régions ne sont pas les mêmes. Donc si on ne trouve pas un système de ce type, on continuera de désaménager le territoire. Et effectivement, dans la loi aujourd'hui, on ne voit pas où on mène jusqu'au bout ce débat-là et quelle est la parole de l'État. Donc ça, je crois que c'est un point important que l'État dise, on assurera la solidarité territoriale entre régions et on ne laissera pas le même delta à chaque région, puisque les coûts ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre et les besoins ne sont pas les mêmes. Et ça nous semble un point extrêmement important en termes de solidarité entre les territoires. L'autre point, alors j'ai peut-être raté un épisode, ça peut m'arriver, mais je vais revenir sur le statut des cheminots. On entend aujourd'hui que finalement, donc il y aura cette convention collective, et plutôt une convention collective ambitieuse. L'État, s'il veut calmer la grogne sociale, va être obligé de dire de plus en plus, rassurez-vous, cette convention va être forte. Finalement, ce sera peut-être même pas si différente des éléments socles du statut précédent. On n'en sait rien. Mais on aurait besoin quand même de mieux comprendre, et cette question a été posée notamment aussi au Premier ministre plusieurs fois, qu'est-ce qui posait autant de problèmes dans le statut ? Je pense que la question des identités sociales dans un pays anxiogène est une question importante. Le statut était porteur d'avantages et d'identité sociale. Est-ce qu'il n'aurait pas été... alors évidemment, ce débat est derrière nous, là le gouvernement a tranché, mais il me semble, cet élément-là ne m'avait pas échappé, mais qu'on se retrouve dans une situation où des cheminots sont évidemment mobilisés, en grève, mais n'ont pas de vision à court terme de leur convention collective. Et comment arrêter une grève alors qu'on ne sait pas où va s'arrêter le curseur de la convention collective. En gardant le statut et en négociant dans les éléments du statut aberrants, on était dans une vraie négociation sociale qui se terminait. Or aujourd'hui, je ne vois pas comment on achève la négociation alors que le statut est ramené enfin la convention collective qui remplace le statut est ramenée à plus tard. Cette question-là, moi, me semble importante et j'aimerais bien comprendre à un moment quels sont les éléments clés du statut qui posaient problème, mais qui auraient pu faire l'objet peut-être d'une négociation dans le cadre du statut. Merci Madame Préville. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Donc j'avais préparé une question qui correspond à celle qui vient d'être posée. Et dans le statut, qu'est-ce qui était gênant? Les salaires, la progression de carrière, les soins, les avantages. Donc voilà, j'espère que vous y répondrez tout à l'heure. Alors moi, j'avais aussi une question par rapport à la dette. Donc visiblement, les causes sont connues. Les causes de cette dette. Mais visiblement, on ne parle pas de responsabilité. Ça me gêne beaucoup. Après, on parle de rentabilité et où est la notion de service public. Donc, c'est des questions comme ça qui me viennent. Et puis, ça a été déjà dit plusieurs fois, la vision sur le ferroviaire, le transport de masse ou l'aménagement du territoire, avec l'avenir des petites lignes. Ça a déjà été évoqué, et notamment qui vont donc aller aux régions, qui, elles, vont faire de gros efforts sur les mobilités. Notamment, je suis dans la région Occitanie, et il y a des gros efforts qui sont faits sur le social, notamment. Et parce que aussi, il y a un enjeu écologique.
envers les populations les plus fragiles, comme on a pudiquement l'habitude de les appeler, qui concrètement sont les personnes pauvres dans notre société. Donc la région, chez nous en Occitanie, fait des trains à 1 euro, etc. Donc est-ce que ça, on en tient compte quelque part ou pas? Voilà, c'est ma question. Merci. Merci, Monsieur Nicolai. Merci, Monsieur le Président. Moi j'ai 2 questions. D'abord, je rejoindrai Ronan Dantec sur la vision que pourront avoir les régions et ceux qui habitent les régions sur la relation, sur les petites lignes entre SNCF et les conseils régionaux. Et je prends comme exemple une ligne qui traverse 3 régions. Aujourd'hui, il y a une région qui est leader. Qu'est-ce qui se passera demain si la région leader dit « moi, je ne peux pas payer », est-ce que les 2 autres pourront abonder ou pas? S'il n'y a pas des clés très précises, on risque d'attendre longtemps que les travaux se fassent à condition qu'ils soient partagés. S'ils sont pris en charge complètement par SNCF Réseau sur les lignes régionales, tant mieux. Mais si c'est partagé dans les contrats de plan État-région entre les régions et les SNCF, il faudrait que les clés de répartition, même s'il y a dialogue, au moins que les clés de répartition soient définies. À moins qu'on ait mal compris ce que vous vouliez dire, mais je crois qu'on a besoin de précision là-dessus. Le deuxième point, je suis désolé de vous embêter avec ça, Madame la Ministre, mais on a eu, avec l'arrivée des LGV, des problèmes de bruit et de population qui étaient mécontentes. On n'en parle absolument pas, et notamment dans l'ouverture à la concurrence, il ne peut pas y avoir un effort sur ce que votre ministre de tutelle appelle le bruit ressenti et le bruit normé, si je puis dire, pour faire en sorte bien que ceux qui viendront sur ces lignes fassent des efforts en matière de bruit. Moi j'ai été, alors c'est pas en Allemagne, mais c'était en Italie, et j'ai pris les trains italiens beaucoup moins chers que les trains français sur des lignes à grande vitesse où il ne dépassait pas 280 km/h, et le bruit était acceptable, d'après ce que j'ai pu comprendre en parlant aux personnes, le bruit était acceptable par l'ensemble des populations. Mais je pense qu'il y a peut-être quand même une réflexion à faire en sorte qu'au moment où on modifie l'organisation de la SNCF, eh bien on prenne enfin compte du bruit pour les populations traversées. Merci, Monsieur Dagbert. Merci, Président. Madame la Ministre, en écho à ce que disait notre collègue tout à l'heure, le Conseil d'orientation des infrastructures avait mis en évidence l'urgence à intervenir sur les nœuds ferroviaires, et vous y avez fait allusion parce que il y a réellement nécessité d'intervenir là-dessus, y compris si, comme vous l'évoquiez, nous souhaitons ouvrir des sillons pour le fret. Mais ma question est plutôt axée sur la dette. Je ne veux pas parler de la dette de la SNCF, moi. Je ne parle pas de la dette de la SNCF, je parle de notre dette à nous, puisque l'entreprise est encore publique et par conséquent, s'il n'y a pas de petites lignes, j'ai bien entendu que vous insistiez là-dessus. Pour ma part, j'ai toujours considéré qu'il n'y avait pas de petits élus, mais force est de constater que sur les dernières décennies, il y a sans doute eu des élus influents qui ont fait en sorte que des lignes à grande vitesse se déploient partout sur le territoire national, et dont on fait le constat aujourd'hui qu'un certain nombre d'entre elles ne rencontrent peut-être pas le succès qui avait été promis. Et donc aujourd'hui, il y a cette dette dont vous avez rappelé le montant, mais ce qui m'inquiète un peu plus, c'est la dette à laquelle faisait allusion le journal Le Monde ces jours derniers, la dette dite grise. Cette dette qui découlerait de l'exploitation d'un certain nombre de ces lignes, sur lesquelles un tarif de péage avait été calculé et sans doute surestimé sur des passages. Or, aujourd'hui, il est repris dans l'article, notamment par exemple sur le contournement Nîmes-Montpellier. On avait sans doute exercer un peu de gonflette, de surestimation du nombre de fréquences de passage, alors même qu'aujourd'hui on est dans un rapport de 4 pour 10 estimé à l'époque de la création de la ligne. Donc c'est sur ces éléments-là, parce que j'ai bien été attentif à ce que vous disiez, l'ambition portée par le gouvernement, c'est de faire en sorte que s'il y a une reprise dont on ne sait pas encore bien les contours, mais vous laissez à Monsieur le Premier ministre le soin de le préciser, s'il y a une reprise de la dette, l'objectif c'est qu'elle ne se reconstitue pas à l'horizon de 2022, me semble-t-il.
C'est bien ça. Merci, Madame Tocqueville. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Je voudrais revenir très rapidement sur le fret ferroviaire qui a été extrait de la mobilité pour devenir une entité distincte de celle-ci. Or, le discours du gouvernement insiste sur l'unification du groupe. Comment expliquer alors le système de filialisation du fret qui d'ailleurs a été abordé en plein débat? Et comment celui-ci peut-il s'insérer dans ce système alors qu'il y a par ailleurs un besoin de synergie avec le trafic voyageur? Je vous remercie. Merci, Monsieur Houllegatte. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Donc l'ouverture à la concurrence, il ne faut pas l'oublier, c'est une des conséquences quand même de l'acte unique qui date déjà de 1986 et il doit se faire donc progressivement et cela à partir de 2019. Alors cette ouverture, elle est bien évidemment bordée par le recours au règlement OSP qu'il faut utiliser avec une grande agilité. Or, on constate qu'en termes de calendrier, il y a une différenciation entre d'un côté l'Île-de-France et les autres régions. Alors, je ne doute pas que la RATP, que Île-de-France Mobilité possède une très grande ingénierie performante et ce qui conduit notamment à l'ouverture des lignes RER A et B en 2039. Donc pourquoi cette date ? Pourquoi cette différenciation avec les autres régions et ces régions qui vont devoir s'approprier, entre guillemets, des compétences nouvelles pour lancer des appels d'offres, assurer le suivi et l'évaluation des prestations, parfois travailler, comme il a été dit, en interrégion. Est-ce qu'elles vont bénéficier d'un accompagnement méthodologique, d'un centre de ressources, ou est-ce qu'elles sont d'une certaine façon abandonnées à leur sort et ayant recours à des cabinets privés dont parfois on peut contester, je dirais, le caractère impartial. Merci beaucoup et je vais donner la parole pour terminer à Mme Keller. Oui, merci beaucoup de me permettre de m'exprimer dans votre commission, Madame la Ministre. Je voudrais d'abord, en introduction, saluer votre engagement et votre énergie que vous mettez à faire aboutir cette réforme. Je pense par exemple à vos annonces en début de semaine sur les garanties complémentaires pour le caractère public de la SNCF. Je crois qu'on est tous dans une logique de développement des services ferroviaires. On a quand même, certes deux magnifiques réseaux ferroviaires. Le réseau classique qui mériterait de gros investissements, certes, et le réseau TGV pour lequel je trouve qu'on est très critique, mais on a quand même un réseau technologiquement remarquable. Donc, comme mon collègue Gérard Cornu, je vais essayer d'être constructive. Quelques réflexions, Madame la Ministre. D'abord, sur la question de la négociation de la convention collective, Olivier Jacquin et d'autres l'ont évoqué. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de calendrier, même si, comme vous l'avez rappelé, c'est une question de partenaires sociaux? Alors, moi, étant à Strasbourg, et fréquentant comme d'autres le réseau allemand, je voudrais dire que par exemple, on voit les personnes de la DB assurer plusieurs métiers dans les trains, ce qu'on voit beaucoup plus rarement en France. Il y a une forme d'agilité, de souplesse qui est sûrement une source d'efficacité. Deuxième réflexion, comme mes collègues Michel Vaspart ou Louis-Jean de Nicolaï, l'aménagement du territoire. Vous savez qu'il nous est cher, Madame la Ministre. Alors ce n'est pas forcément le sujet immédiat de ce projet de loi, ou de loi d'habilitation. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un travail à engager, peut-être avec vous, Monsieur le Président de la Commission du Développement durable, sur la classification des lignes? Parce que j'ai regardé la classification des UIC 7 à 9, et on a en fait des lignes très fréquentées, qui sont très mal classées, parce qu'en fait les voyageurs ne pèsent pas assez lourd. Parce que les UIC, c'est un classement, si j'ai bien compris, au poids. Et donc il y a un travail probablement à construire, vous en avez peut-être déjà débattu ici, sur un classement qui serait le nombre de voyageurs actuels ou le nombre de voyageurs projetés si on a un projet de développement ou de lien entre des territoires, d'irrigation des territoires, voire d'autres critères qui peuvent faire que certaines dessertes sont importantes. Je pense à des zones touristiques de montagne ou d'autres territoires. Enfin, est-ce qu'on ne devrait pas faire un travail de classification? Parce que nous voyons tous avec inquiétude un abandon de lignes se dessiner sur des bases qui n'auraient pas été suffisamment travaillées. Troisième remarque, Madame la Ministre, vous savez mon attachement à la desserte fine des territoires par les TGV, en particulier les villes moyennes. Vous l'avez vous-même rappelé dans votre introduction, les 230 merci, villes desservies
S'agissant des lignes TGV que je connais le mieux, le TGV Est et le Rhin-Rhône, la participation des collectivités, départements, régions, métropoles au financement de ces lignes avait comme contrepartie une desserte fine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, être desservi par le TGV ou ne pas l'être, cela change énormément les choses, même s'il n'y a que quelques dessertes le matin, une ou l'autre en milieu de journée et une le soir. Donc est-ce que vous pouvez nous redire des assurances à ce sujet et peut-être des assurances sur les techniques qui permettront de les maintenir? J'ai compris qu'il y avait quelque chose autour du prix du sillon, mais comment est-ce que vous allez assurer ces dessertes fines? Enfin, mon dernier point sera sur mon sujet préféré, qui sont les gares. Et comme d'autres collègues, je voudrais voir si, je ne sais pas si ça doit être sous SNCF Réseau ou à côté, mais s'il y a une manière d'assurer quand même des investissements dans ce qui sont des lieux à potentiel, des lieux très importants pour les voyageurs. Ils vivent dans les gares et les trains, les voyageurs, et on peut penser, enfin, ma conviction profonde, pardon ? Ma conviction profonde, c'est que alors que les sujets du quotidien, la propreté, la sécurité sont absolument fondamentaux, dans les trains comme dans les gares, ce qu'il vient d'évoquer, c'est absolument fondamental, c'est le premier élément de confort. Mais les gares sont en France porteurs d'un immense potentiel. Ce sont de nouveaux centres-villes de la ville durables, bien desservis, qui rassemblent des services de transport, mais constituent aussi de nouveaux lieux à vivre. Donc comment assurer un volontarisme et surtout une capacité d'investissement public ou d'acteurs publics de manière à donner aux gares tout le potentiel qu'elles portent en elles. Merci. Merci beaucoup, Mme Keller. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les sénateurs. On va donner la parole au ministre donc, pour qu'elle réponde à ces différentes interventions. Juste une précision par rapport à un chiffre que j'ai donné tout à l'heure. J'ai indiqué qu'il y aurait une ligne sur 6 qui serait en difficulté économique. Ce chiffre qui vient d'ailleurs, je crois, du gouvernement, c'est un chiffre après modulation des péages. Aujourd'hui, on est plutôt à une ligne sur 2 qui sera en difficulté économique et ce serait une ligne sur 6 qui restera en difficulté économique malgré la modulation des péages envisagés. Voilà, je vais juste apporter cette précision. Madame la ministre, à vous de répondre. Merci, Monsieur le Président. Peut-être, je voudrais reclarifier, notamment en écho à ce que disait Monsieur Dantec, qu'il y a finalement 2 types de services. Il y a des services qui sont aujourd'hui conventionnés et on n'est pas en train de revenir sur la décentralisation qui fait que dès aujourd'hui, les régions ont des conventions avec la SNCF dont les montants ont été calculés en tenant compte précisément de la différence des territoires. Je me souviens, il y a très longtemps, quand on a lancé l'expérimentation de la décentralisation des TER, la dotation qu'a reçue ce qu'était alors la région Limousin devait couvrir 90% des coûts du service TER, parce qu'il se trouve que le voyageur, dans la région Limousin, couvre 10% des coûts des services. Donc, cette architecture, elle est posée. Le fait que les régions sont autorités organisatrices des TER, dans ce cadre, assurent les dessertes qu'elles ont choisies sur leur territoire et pour ce faire, ont reçu, au moment de la décentralisation qui s'est faite de façon expérimentale en 1997, puis qui a été généralisée dans le cadre de la loi SRU en 2000, la dotation correspondante, on ne revient pas là-dessus. Les régions, sauf erreur de ma part, hors Île-de-France, doivent avoir 3 milliards d'euros en fonctionnement qui permettent aujourd'hui de conventionner ces services. Donc, on n'est pas en train de créer la décentralisation des services TER, Monsieur Dantec. Cette décentralisation, elle existe. Les régions ont reçu la dotation pour le fonctionnement de ces services qui leur permettent de répondre, selon leur choix, aux besoins des habitants de leur territoire. Donc, ceci n'est pas remis en cause et depuis les lois de décentralisation, elles choisissent effectivement de conventionner, alors aujourd'hui dans le cadre d'un contrat global, et il leur appartiendra demain de définir des lots, et elles sont en train d'y réfléchir, qui pourront
prendre 1/10 du transport de la région, 1/6. Chacune des régions est en train d'y réfléchir. Et donc la question de savoir s'il y aura des opérateurs pour y répondre, ça dépend aussi de la façon dont les régions concevront leur lot. C'est une préoccupation que, aujourd'hui, toutes les autorités organisatrices de la mobilité urbaine ont quand elles confient des contrats. Quand vous confiez n'importe quelle délégation de service public, il vous appartient de définir des lots qui sont intéressants pour les entreprises qui sont supposées, qui doivent répondre. Et intéressant, ça n'a rien. Je dirais pour une entreprise qui répond à une délégation de service public, c'est pas de savoir si c'est rentable ou pas rentable. En général, l'entreprise qui gagne, c'est celle qui fait le meilleur rapport qualité-prix. Et c'est la région qui décide de la tarification, de la fréquence des dessertes. Donc voilà, chaque région a reçu une dotation de décentralisation lui permettant d'organiser les services TER. Aujourd'hui, dans le cadre d'un contrat unique avec la SNCF, demain, dans le cadre de contrats dont le périmètre sera défini par chacune des régions, selon un calendrier qui leur appartiendra. Et peut-être, effectivement, moi je pense que c'est très important. Et moi, j'échange beaucoup, évidemment, avec les régions, soit dans le cadre de Régions de France, soit avec chacune des régions. Il faut que chaque région avance au rythme qu'elle choisit et qu'elle puisse. Elles souhaitent toutes avancer progressivement sur ce sujet. Elles ont toutes commencé à réfléchir à des lots plus ou moins importants. Et alors, moi, je pense que elles ne m'ont pas fait part d'une difficulté à disposer des moyens d'ingénierie pour réfléchir à ces futurs appels d'offres. Je pense qu'elles ont les ressources, qu'elles mutualiseront si elles le décident ou pas dans le cadre de Régions de France. Mais voilà, donc on a d'une part ces services conventionnés sur lesquels demain comme aujourd'hui, il y aura une dotation qui permettra d'assurer qu'on maintient des dessertes sur des lignes dans lesquelles le voyageur couvre parfois 5%, 10% des coûts. Et puis on a par ailleurs les services non conventionnés. Donc aujourd'hui, finalement, ça n'est plus que les TGV, puisque les anciens intercités, les trains d'équilibre du territoire, sont conventionnés par l'État. Donc finalement, les services non conventionnés aujourd'hui, l'État aussi, sur les trains d'équilibre du territoire, définit le niveau de service et verse la compensation qui va avec. Donc ce sont les TGV. Je souhaitais quand même repréciser ça, parce que soit j'ai très mal compris les questions, soit... Madame la ministre, brièvement, monsieur Dantin. Oui, très brièvement, mais je vous remercie de cette réponse très précise. Mais on savait évidemment qu'il y avait déjà des conventionnements. Notre question, je crois, elle est très très simple. Elle est de dire, dans le cadre de cette réforme et dans le cadre de retour aussi à l'équilibre de la SNCF, est-ce que pour le même niveau de service demain, on ne demandera pas plus de financement aux régions, voire à certaines régions? C'est ça notre inquiétude, voire à certaines régions oui, alors peut-être... qui sont les plus en difficulté aujourd'hui. On peut avoir un point de vue idéologique sur le sujet, mais... je m'excuse, mais on peut avoir un point de vue idéologique sur le sujet, ou on peut aussi regarder la réalité autour de nous. Autour de nous, qu'est-ce qu'on voit avec l'ouverture à la concurrence? C'est que systématiquement, vous avez eu des opérateurs, des nouveaux opérateurs qui ne viennent pas pour proposer des services qui coûtent plus cher. Voilà. Donc je m'excuse, mais a priori, ça serait une grande première que les opérateurs viennent proposer des services plus chers. Ce qu'on a vu autour de nous, c'est qu'a priori, l'ouverture à la concurrence fait arriver des opérateurs qui proposent d'autres organisations, et c'est stimulant pour l'opérateur historique qui pourra aussi mettre en place d'autres façons de s'organiser. Et donc, a priori, et je pense que c'est bien pour ça que les régions le demandent, et je voudrais rappeler que les régions le demandent, cette ouverture à la concurrence, parce que c'est ce qui s'est passé chez nos voisins. Avec les mêmes montants, on fait plus de services publics. Et généralement, les citoyens sont contents d'avoir plus de services publics. C'est bien l'objectif de développer le service public ferroviaire. Pour faire fonctionner ce service public ferroviaire, on a l'enjeu du réseau.
Et ce réseau, je partage tout à fait ce que dit Madame la sénatrice Keller, le classement UIC 7 à 9 est un classement technique qui crée beaucoup de confusion, je pense, dans les débats, parce qu'on ne peut pas parler des UIC 7 à 9 qui regroupent des lignes de nature totalement différentes. Comme vous l'avez souligné, c'est un classement au poids. Donc vous avez un certain nombre de lignes très fréquentées dans le périurbain de Strasbourg qui sont dans ces fameuses UIC 7 à 9. Vous avez des grandes lignes d'aménagement du territoire, je pense à Nantes-Bordeaux, vous avez des Paris-Grandville qui est une UIC 7 à 9, ensuite vous avez des lignes plus petites qui sont aussi dans cette catégorie. Donc c'est une très mauvaise façon de réfléchir ou de vouloir développer une stratégie de ce que doit être la façon dont on doit investir dans le réseau demain, de partir d'un classement qui ne rend absolument pas compte des enjeux attachés à certaines lignes. Parmi ces UIC 7 à 9, vous avez aussi des lignes uniquement fret qui sont absolument indispensables pour l'activité de fret ferroviaire, puisque c'est 20 à 30% du trafic qui passe par ces lignes ferroviaires. Donc, c'est un très mauvais classement. Le travail que nous sommes en train de faire avec les régions, et je signale que dans le cadre des débats à l'Assemblée nationale, le principe a été voté d'un rapport sur l'état du réseau et les coûts de remise en état. Et moi, les échanges que j'ai avec les présidents de région, c'est qu'on a besoin de ce diagnostic. On a besoin d'avoir un diagnostic dans chacune des régions pour ne pas se retrouver dans la situation dans laquelle on a été au moment de la signature des contrats de plan 2015-2020, où parfois les besoins de financement pour la remise en état d'une ligne étaient mal évalués et où on se retrouve tout d'un coup à constater que ce n'est pas 100 qu'il faut, mais 120, 130. En général, quand on a un contrat de plan bouclé, c'est très très compliqué d'avoir ce genre de surprise. Et par ailleurs, un certain nombre de régions, au lendemain de la signature du contrat de plan, ont appris que des petites lignes qui n'étaient pas dans les contrats de plan étaient fragilisées et qu'il fallait intervenir immédiatement. Donc, je pense que l'objectif, c'est vraiment qu'on puisse, à froid, avec chacune des régions, demander à SNCF Réseau de nous faire ce diagnostic qui soit disponible pour permettre à l'État et aux régions de définir une stratégie et de le faire dans la sérénité et non pas le couteau sous la gorge, parce qu'on vous dit que si vous n'investissez pas demain, alors il y a une menace sur la continuité du service. On peut parler de la ligne Limoges-Angoulême qui s'est retrouvée dans cette situation. Voilà. Donc, il y a effectivement, parallèlement à ce que les régions peuvent vouloir faire en termes de services, la nécessité d'avoir un réseau qui le permet. Et donc, je ne sais pas si on peut améliorer le texte sur ce point, mais en tout cas, il est prévu un rapport. Moi, j'en ai reparlé encore ce matin avec Hervé Morin et Michel Nugnot, qui représentent les régions, notamment dans ce domaine des transports. Il faut qu'on ait cet état des lieux, il faut qu'on puisse sereinement préparer la future génération des contrats de plan. Et je le dis très clairement, l'État continuera à accompagner les régions dans le cadre des contrats de plan. Là, c'est le bon outil. Donc du coup, peut-être sur la question, monsieur le sénateur de Nicolai, sur quand des lignes appartiennent à plusieurs régions, effectivement, s'il s'agit de les remettre en état, il faut que l'investissement puisse être porté dans les contrats de plan. C'est un vrai sujet, mais vous voyez que pour le coup, l'État ne peut pas se substituer aux régions pour leur imposer de prendre en compte certaines lignes qui ne les intéressent pas. Moi, j'ai en tête quelques cas de régions qui ne s'entendent pas. Mais voilà, c'est le propre des contrats de plan. Les régions qui sont plus motivées peuvent aussi investir pour remettre en état un itinéraire qui les intéresse. Mais sur ce volet-là, demain comme aujourd'hui, les investissements sur le réseau qui supporte le TER en dehors du réseau principal se discutera dans le cadre des contrats de plan. Puis donc on a l'enjeu de l'aménagement du territoire et de la desserte, on a dit de nos 230 villes aujourd'hui. Moi je vous dis, le dispositif tel qu'il est prévu aujourd'hui dans la loi, c'est vraiment qu'on puisse faire cette péréquation au travers des péages, c'est-à-dire que on adapte la tarification pour que les lignes soient rentables, et si ça n'est pas possible, il y aura un système de conventionnement auquel il faudra travailler. Moi, je suis vraiment confiante sur ce point-là, d'une part parce que c'est des échanges que nous avons eus avec l'ARAFER, qui est tout à fait dans l'esprit
de permettre cette péréquation au travers des péages. Et puis, je vois ce qui s'est passé, par exemple, en Italie sur l'ouverture à la concurrence sur la ligne Milan-Rome-Naples. Le système qui a été mis en place incite à multiplier les arrêts. Voilà. Et donc on s'est inventé aussi des tarifications au bénéfice de l'aménagement du territoire. Nos amis italiens l'ont fait, il n'y a pas de raison que nous ne sachions pas le faire. Voilà, j'espère que ça a répondu à la question de M. Longeau. Sur les questions de cessibilité, M. Gontard, en fait, je comprends qu'on ne vous rassurera pas. Enfin, vous voyez, parce que nous avons écrit que l'État détient intégralement les titres de la SNCF. On est prêt à remettre incessible, mais je comprends que finalement, le sujet, enfin, nous ne parviendrons pas à vous rassurer. Si l'objectif est de dire il faut rester en EPIC, moi je vous dis qu'a priori cette organisation, on voit quand même que le système avec 3 établissements publics dont on dit ensuite qu'il faut affirmer l'unité, on voit bien que 3 EPIC, ce n'est pas une société. Et qu'il nous semble préférable de revenir dans l'organisation et dans le statut qui était celui de la SNCF pendant des années, entre 1937 et 1982 pour être précis, qui est le statut de nos voisins, les chemins de fer allemands qui sont une grande entreprise publique, les chemins de fer italiens qui sont une grande entreprise publique. Et donc voilà, ça nous semble un statut adapté, plutôt que d'avoir 3 EPIC. Pardon ? Alors, une reprise de dette ou une augmentation du capital, vous voyez, quelle augmentation du capital Le but de passer dans ça, c'est quand même justement, il va bien falloir augmenter ce capital. Il va falloir reprendre de la dette. Donc le président de la République, le Premier ministre, s'y est engagé, on va devoir reprendre de la dette. Voilà. Laissez répondre la ministre. Non mais il est écrit dans le texte voté à l'Assemblée nationale, le capital est intégralement détenu, donc par l'État. Donc ça veut dire que s'il devait y avoir une augmentation de capital, alors ça serait l'État. Ça me semble une garantie forte. Mais comme je vois que ça n'a pas l'air de... Enfin, voilà, s'il faut... Enfin, voilà. On peut continuer à dire c'est en même temps incessible. Voilà. En tout cas, c'est une garantie forte qui est déjà dans la loi. Je l'ai dit, on peut dire 2 fois la même chose. Je pense que ce qu'on a dit est plus protecteur que incessible, mais je n'ai aucun problème sur le fait qu'on dise incessible. Sur la convention collective, peut-être pour répondre à la fois aux questions de Fabienne Keller et de Monsieur le sénateur Jacquin, l'objectif, je le redis, c'est que cette convention collective soit complétée sur tous les chapitres essentiels avant la fin de l'année 2019. Et c'est un objectif qui est partagé par l'UTP. L'État a dit qu'il s'engagera pour que ce soit respecté. On ne part pas de rien, évidemment. Il y a eu un accord, il y a de nombreux accords qui ont déjà été signés, heureusement. Il y a des chapitres très importants, un certain nombre de thèmes de discussion qui résultent du projet de loi qui vous est soumis, notamment sur les modalités de désignation, sur les critères, pardon, de désignation des agents transférés. Donc, je ne pense pas que ce soit les sujets les plus compliqués. Et il y a déjà eu des discussions qui étaient suspendues sur des sujets importants que sont les classifications, les rémunérations. Il y a à discuter des parcours professionnels. Aujourd'hui, les cheminots ont un parcours professionnel dans le cadre de la SNCF. Demain, ils ont vocation à avoir un parcours professionnel dans le cadre de la branche. Moi, j'ai bien entendu le souhait des conducteurs, par exemple, qui sont aujourd'hui au TER, d'avoir la perspective d'un parcours pour devenir conducteur de TGV, comme c'est le cas aujourd'hui. Un certain nombre de garanties sont déjà dans le texte adopté à l'Assemblée. Moi, je proposerai, et en lien avec le rapporteur, de rajouter des garanties complémentaires. L'objectif, c'est bien que les cheminots, les agents, les salariés demain de la branche puissent avoir des parcours professionnels fluides, ce qui veut dire qu'il y a cette discussion à mener dans la branche.
Les organisations syndicales sont aussi attachées à la question de la sécurisation des parcours professionnels. Donc moi, je veillerai à ce que ce thème-là soit aussi traité dans la branche. Et donc, l'UTP doit me présenter vendredi et doit avoir finalisé un planning pour la fin de la semaine prochaine des thèmes, un calendrier et quelque chose qui ressemble à un document d'orientation partagé avec les organisations syndicales avec lesquelles ils ont tenu des bilatérales. On mettra les moyens, l'État s'impliquera pour que cette négociation collective avance. Et on ne part pas de rien. Sur les lignes les moins fréquentées, je pense y avoir répondu. Qu'est-ce qui pose problème dans le statut? Pardon? Qui est dans les contrats de plan? Oui. Oui, les contrats de plan ne se sont pas exécutés à un rythme effectivement foudroyant sur les premières années, je dois le reconnaître. Moi, je vous confirme l'engagement et franchement, je pense que tout le gouvernement est conscient de l'importance du respect de ces contrats de plan. La loi de programmation des infrastructures permettra aussi, Monsieur le Président et Monsieur Dagbert le savent bien, Monsieur Cornu aussi, d'avoir une trajectoire sécurisée qui permette de s'assurer qu'on finance ce sur quoi on s'est engagé, ce qui semble quand même important pour la crédibilité de la parole publique. Et donc moi je vous confirme que les engagements pris dans les contrats de plan devront être honorés sur ces petites lignes et sur les autres projets. Qu'est-ce qui pose problème dans le statut? Moi j'entends, j'ai entendu M. Martinez poser la question dans ces termes. Pardon? Non, mais ne vous laissez pas distraire par M. Dantec, Madame la Ministre. On est dans une évolution dont je suis consciente qu'elle n'est pas... Enfin, qu'elle peut poser beaucoup de questions aux cheminots, mais qui est l'évolution qu'on a eue dans tous les secteurs. On part d'une entreprise qui est en monopole, qui de ce fait a eu à construire les protections pour ses salariés. Et c'est ça le statut, qui est à la fois la convention collective, on va dire, et l'accord d'entreprise. On est dans un monde qui va être ouvert à la concurrence et qui a commencé à s'ouvrir à la concurrence, dans lequel il va y avoir des entreprises qui emploient des cheminots qui font le même métier à la SNCF et dans d'autres entreprises. L'évolution qu'on a eue dans tous les secteurs, c'est que les protections sont portée au niveau de la branche, c'est la convention collective, et ensuite que chaque entreprise peut avoir son accord d'entreprise. C'est aussi le sens de la réflexion qui est engagée, donc je le dis au niveau de la branche pour la convention collective du transport ferroviaire et au sein de la SNCF qui travaille sur son futur cadre contractuel. C'est l'évolution normale qu'on a eue par exemple à la Poste qui aujourd'hui emploie à la fois des fonctionnaires et des agents à la convention collective, avec un certain nombre de droits communs et des modalités différentes selon qu'on est fonctionnaire parce qu'on a été recruté à l'époque où la Poste recrutait des fonctionnaires ou à la convention collective. Donc c'est une évolution logique dans un secteur qui s'ouvre à la concurrence. Ensuite, enfin moi je vais pas me mettre à lister tout ce qui peut poser question dans le statut. On a des règles, par exemple, sur les conditions d'embauche dans lesquelles vous ne reconnaissez pas l'expérience professionnelle acquise ailleurs. On a aujourd'hui des descriptions très très fines des métiers. On a des règles très automatiques d'évolution. Voilà. Eh ben, il appartiendra à la branche et aux partenaires sociaux de définir les règles demain dont je pense en tout cas que les régions ont dit, et du coup les partenaires de la branche souhaitent aussi que ça permette une forme d'adaptabilité à des situations différentes. Donc c'est ça qu'il s'agit de construire, et pas forcément, et je ne pense pas que ce soit en tout cas l'intention de l'UTP et des régions, pas de recopier dans la branche les règles du statut actuel, mais voilà, c'est comme ça s'est fait dans tous les secteurs, de trouver un cadre valable pour tout le monde,
qui donne des possibilités d'adapter des organisations à des contextes différents. C'est ça le travail qui est en cours et sur lequel je peux vous redire que l'État sera vraiment très attentif à ce qu'il se termine dans les délais. S'agissant de la dette, Madame la sénatrice Préville, ça n'est pas si simple que ça. Enfin, on peut considérer, et je le redis, oui, l'État y a sa part, mais il ne faudrait pas non plus se dire que c'est simplement les lignes à grande vitesse qui sont à l'origine des 46 milliards de dettes actuelles. Il y a 20 milliards de dettes qui avaient été transférées à RFF, qui étaient clairement identifiées comme étant la dette des lignes à grande vitesse. En 2010, la dette était passée à 27 milliards. Entre 2010 et 2016, elle a augmenté de 15 milliards, dont seulement un quart est imputable à des lignes à grande vitesse. Donc ça n'est pas simplement la facture des lignes à grande vitesse, l'État y a sa part et il faut qu'on travaille aussi ensemble sur l'évolution des coûts. Par exemple, entre 2010 et 2016, les coûts de l'entretien et de l'exploitation du réseau ont augmenté de 30%. On peut se dire qu'il y a des bonnes raisons, mais ça mérite quand même qu'on s'interroge, vous voyez. Et donc, quand on dit chacun doit y apporter sa part, c'est parce que, voilà, demain, quand l'ensemble des Français s'engageront, si l'État reprend la dette, on souhaite s'assurer que... Et quand vous dites, on parle de rentabilité, on ne parle pas de service public, je pense que le service public, ça n'est pas incompatible et au contraire, c'est une exigence que chaque euro dépensé le soit au mieux et avec le maximum d'intérêt pour la collectivité. Donc c'est tout simplement ça qu'on est en train de faire au travers de cette réforme, c'est de s'assurer que chaque euro dépensé l'est au mieux, en ayant clairement dit qu'il ne s'agissait pas de faire des économies, puisqu'il est d'ores et déjà prévu de mettre plus d'argent qu'on n'en a jamais mis, et que le Premier ministre a eu l'occasion de le dire, on ira encore plus loin. Donc il ne s'agit pas de faire des économies, mais simplement, je pense que chacun peut attendre que chaque euro d'argent public dépensé le soit de la façon la plus efficace possible. Sur le bruit, Monsieur le sénateur de Nicolai, c'est un problème vraiment important qu'il faudra qu'on traite pour l'avenir et qu'il va falloir traiter sur les deux lignes à grande vitesse concernées. Moi, j'attends, je n'ai pas encore les derniers éléments sur les mesures de bruit qui ont été faites. On peut supposer que sur Sud-Europe Atlantique comme sur Bretagne-Pays de Loire, les entreprises ont respecté les textes réglementaires qui résonnent sur un bruit moyen. C'est un calcul théorique intéressant, mais les riverains n'entendent pas un bruit moyen. Donc il y a manifestement une gêne non négligeable. Il va falloir qu'on se donne les moyens de traiter ces sujets. Bon, c'est des sujets qu'on a plus fréquemment autour des aéroports, mais il faut qu'on réfléchisse aux réponses qui pourront être apportées. Peut-être, Monsieur le sénateur Dagbert, oui, enfin, quand on va faire le point et réfléchir aux trajectoires financières, je peux vous assurer qu'on ne va pas oublier des dettes grises. D'abord, la dette grise, c'est aussi l'insuffisance d'entretien, et ça, on l'a vraiment pris en main, puisqu'on retient les montants de régénération qui sont ceux demandés par les experts, et on aura l'occasion de faire le point sur l'ensemble des engagements qui ont été pris. Madame la sénatrice Tocqueville, oui, il faudra assurer une bonne coordination entre les circulations de fret et les circulations voyageurs. C'est vraiment le rôle, et quand je disais qu'il fallait sans doute revoir les responsabilités du COPER, le comité des partenaires du réseau, en fait, c'est dans cette instance que se font les choix des priorités, d'attribution des sillons. Je pense que c'est un outil majeur, du coup, de la politique des transports. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'État n'y est pas. Donc je pense que ça mériterait que l'État se penche sur le sujet. Je pense qu'en tant que ministre des Transports, ces règles m'intéressent. Et donc, je souhaiterais que mon ministère s'investisse davantage dans la définition de ces règles. Sur les investissements dans les gares, moi je vous confirme que l'organisation doit garantir que l'investissement dans les gares ne sera pas bridé, ne sera pas noyé dans un montant global d'investissement dont on voit bien qu'il va devoir être très important. Et je pense qu'on pourra, là aussi, c'était le sens du comité de gouvernance, ou des sujets de gouvernance que j'évoquais. Enfin, la gare, c'est vraiment, et on l'a vu dans le cadre des assises de la mobilité, c'est évidemment un élément essentiel du transport ferroviaire,
mais c'est aussi un élément essentiel en termes d'intermodalité, et c'est enfin un élément essentiel d'aménagement et de développement urbain pour les villes. Et je pense que c'est dans cet esprit qu'il faut réfléchir à la gouvernance associant les acteurs, la région, évidemment les entreprises gestionnaires, la SNCF en tant que gestionnaire des gares, mais aussi les collectivités dont la gare est un élément majeur de l'aménagement de leur territoire. Voilà, peut-être de façon un peu... Bien, je crois, Madame la Ministre, que vous avez répondu à toutes les questions. On vous remercie. Je crois que l'inquiétude sur les régions, je ne veux pas traduire la pensée de Ronan Dantec, mais il y a aussi une inquiétude par rapport à ce que j'évoquais au début de mon propos, au conventionnement. Est-ce que c'est l'État, est-ce que c'est les régions? Comment ça va se décider et jusqu'où les régions vont être amenées à financer? Parce que c'est vrai que les régions, ces dernières années, ont déjà été amenées à reprendre pour beaucoup d'entre elles la gestion des TET, ce qui a un coût. Demain... Oui, bien sûr, mais comme toujours avec l'État. 3,7 milliards sur mon budget, comme toujours en tout cas sur le budget de la FIT qui accompagne ce transfert aux régions. Donc je pense que... Voilà, non, mais donc je crois qu'il y a une source d'inquiétude quand même là par rapport à cet éventuel conventionnement. On va pas relancer le débat. Mais puisque le président vient de relancer le débat très rapidement... Le président, il a le droit de relancer le débat. Sinon, je ne me serais pas permis d'intervenir. Bien sûr. Mais je pense qu'on est vraiment sur le sujet central. C'est-à-dire, on entend bien, Madame la Ministre, et moi, je ne suis pas contre l'ouverture à la concurrence. Je viens d'une ville, par exemple, où il y a une concurrence organisée dans le service public sur l'eau, par exemple, à l'échelle de Nantes Métropole, avec une partie en service public avec des statuts de fonctionnaires de collectivités territoriales et d'autres lots qui sont dans le privé et une émulation entre les deux. Ce qui veut dire qu'on peut même garder un statut et avoir quand même une ouverture à la concurrence. Mais c'était pas ça mon propos. Moi, ce que je crains vraiment, et je pense que c'est autour de ça qu'est notre réflexion et qu'il ne faut pas la caricaturer, c'est que les lignes TER relativement fréquentées, tout ce qui est en étoile des grandes villes par exemple, dans le cadre de l'appel à l'ouverture à la concurrence, on va trouver moins cher. Les très petites lignes du centre de la France, je ne suis pas sûr qu'on trouvera moins cher. Ce qui veut dire que... mais trouvons le mécanisme de sécurité de ça, au-delà de nos sentiments. Monsieur Dantec, vous allez nous faire des amendements que nous examinerons avec beaucoup d'attention dès la semaine prochaine et le débat aura lieu en commission la semaine prochaine et dans l'hémicycle avec la ministre le 29. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Voilà donc pour cette audition d'Elisabeth Borne, la ministre des Transports, qui a notamment confirmé être prête à intégrer dans la loi le principe de l'incessibilité du capital de la SNCF. Par ailleurs, la ministre des Transports, qui a reçu les représentants de la CFDT et de l'UNSA en début de semaine, a dévoilé une série de concessions faites à ces deux syndicats. D'une part, l'unité sociale de la future SNCF et d'autre part, les conditions dans lesquelles certains cheminots pourraient être transférés à la concurrence une fois le marché ouvert. Voilà, vous pouvez bien sûr revoir ce programme sur notre site internet publicsénat.fr.